le rôle de la Fondation est très important. Hein. Le rôle de la Fondation, ça sert à quoi? Ça sert à aller voir, elle sert à aller voir la communauté des anciens, hein, donc les alumni, la communauté des entreprises partenaires, de manière à les convaincre que l'école, c'est une belle cause. Il y a d'autres causes dans la vie, bien sûr, mais que l'école, c'est... Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Oui. Que l'école, c'est une belle cause. Et pourquoi c'est une belle cause? Parce que c'est le rayonnement français, parce que c'est l'apprentissage du management, parce que c'est l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Il y a toute une série de centres d'innovation. Mais je vous assure que quand on y passe du temps, et j'y passe pas mal de temps puisque je suis président depuis 1 an, on se rend compte de 2 choses. On se rend compte, que la communauté est extrêmement bienveillante, c'est-à-dire qu'ils sont fiers de leur école, de ce qu'elle est devenue, d'une école française à une école européenne, et 2, qu'ils ont conscience des limites de ce que l'État peut faire et pas faire en la matière, et qu'il faut qu'aujourd'hui qu'elle vole de ses propres ailes, et qu'à partir de là, ils sont contents de rendre. Alors rendre, ça peut, et ça on va y venir sur le digital, mais je vous en parle. Rendre, ça peut passer par une mobilisation sur la recherche, sur le fait d'aider à recruter des très bons professeurs qui publient des articles dans les revues Alpha. Ça peut passer par le fait d'aider la diversité sociale, et ça c'est un point très important, et en tant que citoyen, on doit être sensible à ça, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas une forme d'auto-reproduction d'une forme d'élite, dont les enfants, il n'y aurait que les enfants des HEC qui font HEC, ou de l'ESSEC, ou de Subdeco, ou de... Bon. Donc là c'est un point important de tendre la main, je vais passer en fin de... C'est l'office du dimanche matin, non? De tendre la main pour aider quand on a réussi et faire en sorte que, à difficulté de concours constante, donc on n'a pas créé une 3e voie comme Sciences Po, mais donc un concours qui reste extrêmement sélectif, hein, parce qu'il y a 6% d'admis, n'importe qui ait sa chance si la personne a du talent et est engagée et travaille. Donc on a passé, en l'espace de 7 ans, la fondation, l'école, le taux de boursiers de 7% à 15%. On distribue 225 bourses sociales à la grande école, ce qui est bien. Voilà. Et on veut aller plus loin en respectant la difficulté du concours. Voilà, ça c'est Fondation et HEC. Digital. Alors, digital, où on en est? Alors, d'abord, un retour sur l'équation des business schools face au digital. Alors, il y a aujourd'hui dans le monde énormément de business models sur une révolution dont tout le monde est persuadé que c'est une révolution, mais qui est somme toute très récente. Hein, parce que vous le savez, vous avez dû en parler depuis 2 jours. Les premiers MOOC, c'est 2012, enfin les vrais premiers MOOC, puis les certifications sont venues, etc. etc. Bon. Donc, dans le monde des institutions des business schools, au début, si on prend les années 2012, 2013, 2014, elles y sont venues, mais à reculons, en se disant qu'il y avait hâte à ne rien faire et laisser venir. Moi, je faisais partie du board, précisément de l'école, de l'advisory board. Et donc, il y avait un certain nombre de deans, c'est de directeurs généraux. Il y avait l'ex-dean d'Harvard, etc. Et je les voyais, tous ces grands des business schools globales, se dire, mais attendez, il faut laisser venir, ça ne sert à rien de prendre les devants. Bon. Je dirais que depuis 1 ou 2 ans, c'est-à-dire si on date ça depuis 2014-2015, les choses cristallisent. Cristallisent, c'est-à-dire que le benign neglect, pour ceux qui ont fait de l'économie, c'est-à-dire on regarde ça de loin, on est bienveillant, mais on fait rien de particulier. Bon. Celui-là cède la place progressivement à une prise de conscience concrète qu'il faut faire quelque chose, et là, les modèles sont très différents. Donc, vous avez, si je regarde les États-Unis, en termes de business school, vous avez des modèles. Alors, les États-Unis, c'est une problématique très particulière, parce que aux US, le coût de la scolarité est absolument monstrueux, puisque vous le savez que une année d'un MBA de l'Ivy League, ça coûte 50 à 60 000 $. Dit autrement, 60% des étudiants dans le undergraduate ou postgraduate pour les MBA américains sortent endettés pour plusieurs années. Donc ça veut dire que la promesse du value for money, c'est-à-dire de l'augmentation de l'employabilité, de l'augmentation du salaire à la sortie d'une scolarité sur laquelle vous avez investi, cette promesse, au fil des années, de moins en moins tenue. Et le digital et la percée du digital aux États-Unis, eh bien, le fruit de ces 2 facteurs. Le premier, c'est que la scolarité est trop élevée, et le coût de la scolarité est trop élevé. Et le deuxième, c'est que précisément, le digital arrive sous forme d'innovation technologique au fil des années de plus en plus crédible à 2 niveaux, mais ça vous avez dû en parler pas mal. Un, sur le fait que quand on regarde un cours, ce n'est plus seulement un cours filmé,
le niveau d'interactivité, la capacité de captation du cours est de plus en plus forte. Donc ça, c'est un point important. Et puis la deuxième révolution, c'est que ce n'est pas seulement la famille américaine moyenne du dimanche qui suit un cours pour sa culture générale, mais c'est que cette formation devient plus professionnalisante et conduit progressivement à une certification, voire à des diplômes. Bon. Donc la crédibilité s'est installée sur les 2 dernières années avec vous le savez, plusieurs formes de business models. Vous avez des business models sous la forme de, par exemple, l'Arizona State qui vous propose, University, ASU, qui vous propose des masters 100% online, et avec des niveaux de facturation qui sont très inférieurs au niveau de facturation des masters ou des MBA, c'est-à-dire que l'année est entre 50 et 60% du coût classique d'un MBA ou d'un master présentiel. Bon. Et puis vous avez aussi d'autres exemples comme Minerva, qui est encore une autre forme de déclinaison du blended digitalisé. Donc là, c'est du blended inversé, donc c'est original. Bon. Et puis après, vous avez des formes que vous connaissez probablement, comme les formes sur la côte Est, si je vais vite. Le EDEX, qui est une JV, pour vous dire à quel point le digital est important, qui est entre les frères ennemis historiques à Boston, entre Harvard et MIT. Et donc là, EDEX, ils se sont dit que la révolution digitale, c'était à tel point important qu'il était très important de mettre en commun des moyens pour progresser technologiquement, avec une vision, je dirais, idéologique positive qui est sympathique pour les États-Unis, c'est il faut mettre la connaissance à disposition de tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez l'évolution historique, c'est que EDEX, ensuite, a donné lieu à HBX. HBX, c'est la filiale de Harvard Business School, qui, elle, passe d'un modèle non lucratif, qui était l'EDEX du début, même si l'EDEX aujourd'hui est sur un modèle freemium, à un modèle qui progressivement est payant, mais qui est très important parce qu'ils l'intègrent dans leur scolarité, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est les modèles américains qui sont naturellement les plus en avance parce que c'est ce qui a commencé. Puis progressivement, les choses se sont propagées en Europe. Et je vais venir à HEC, mais en France, dans le domaine des business schools, il y a toute une série de tentatives, je dirais récentes, qui sont, vous avez le K-Lab à l'ESSEC, qui est une forme d'ingénierie pédagogique, digitalisée, où chacun fait son expérience. L'EM Lyon a travaillé beaucoup en partenariat avec IBM, de manière à concevoir une digitalisation progressive des cours et du campus. Donc ça, c'est un point important. D'ailleurs, à tel point, c'est qu'ils finissent par s'installer à Paris pour concurrencer les Parisiennes. Bon. Et pour revenir sur HEC, que je connais le mieux, eh bien HEC, depuis 3 ans, a organisé toute une série d'expériences. Et donc là, qui reflète parfaitement d'ailleurs l'évolution progressive sur les 3 dernières années, c'est-à-dire d'un modèle gratuit où on donne accès à certains types de cours pour augmenter la notoriété et faire de l'expérience, avoir de l'expérience. Progressivement, on va vers un modèle payant. Alors soit payant avec des petits forfaits sur le modèle MOOC, soit payant à un niveau plus élevé. Je ne sais pas pour ceux qui suivent un peu la finance, il y a un MOOC certifiant, celui de Pascal Quiri, en Corporate Finance, qui a un très gros succès. C'est quand même 1 800 € les 3 fois 2 semaines de formation, plus 1 semaine de certification. Et l'élève à la sortie, l'élève qui n'a pas forcément fait HEC, hein, c'est un élève externe qui n'a pas fait HEC d'ailleurs, hein, parce que sinon il y a les formations internes. Il y a eu 1200 élèves, donc 3 fois 400 promos, qui ont payé en gros chacun 1 800 €, de manière à se trouver certifiés et progressivement pouvoir revendiquer sur leur CV ICCF en français, attaché C for International Corporate Course of Finance. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Et ça marche très bien, puisqu'il y a une version 2 d'approfondissement qu'il y a, puis il y a d'autres promotions sur la version 1. Donc là, on a bien une success story sur ce MOOC, qui est le cumul de 3 choses. 1, une marque HEC, qui est une bonne notoriété. 2, en domaine de la finance, une marque Vernimon. Vernimon, par matière, vous avez quelques personnes qui inspirent. Vernimon, il a répondu. Monsieur Vernimon, qui n'existe plus, il a rédigé un livre
en finance, qui a été régulièrement actualisé, qui est la Bible en la matière pour la finance d'entreprise. Donc il y avait un nom comme Cap Ferrer en marketing, pour ceux qui font du marketing. Bon. Et puis la troisième chose, il y avait son disciple, Pascal Thierry, qui l'a parfaitement entretenu. Et donc la juxtaposition des 3 points, donc des 3 cases cochées, fait que finalement c'est crédible, ça marche d'un point de vue ingénierie pédagogique, c'est-à-dire les étudiants apprennent des choses. Ça marche d'un point de vue business model financier, parce que 1 800 € c'est important, et ça a beaucoup de profondeur. Bon, et puis ce qui est intéressant, et ça rebouclera avec ma conclusion, c'est qu'on voit que 30 à 40% des étudiants sont francophones africains. Donc on dépasse très largement les frontières hexagonales. Donc c'est un beau modèle qu'il faut deviser. Voilà. Donc voilà l'histoire. Donc la révolution. Donc ça c'est pour faire en première partie une sorte de typologie des expériences digitales en matière de business school. Donc les choses, je dirais, sont prises de plus en plus au sérieux. Alors pourquoi sur le fond, et là revenons sur les éléments moteurs. Si on parle des business schools, au fond jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'une entreprise qui recrutait un HEC, un ESSEC, Subdeco, enfin quelle que soit l'école, elle cherchait un élève qui avait été sélectionné avec un concours difficile, très difficile. Le taux de sélectivité HEC à l'entrée, c'est 6,3%. Vous avez 3500 candidats, pardon, 5300 candidats, je me trompe, pour 380 places. Ça, c'est en début. Donc c'est très, très sélectif. Et les entreprises se disent, pourquoi elles recrutent, elles se disent, c'est forcément des gens qui ont su sauter très haut, donc je les recrute. Bon. Et puis après, il y a une communauté d'anciens qui est très puissante et donc identifie. Bon, donc ça, c'est le HEC historique. Voilà. Et je parle d'HEC parce que je connais bien, mais c'est vrai pour toute une série d'écoles Tier 1, c'est vrai pour Polytechnique, etc. Sur les 10 à 15 dernières années, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé d'un statut de grande école française à un statut international? C'est que la recherche a été mise au cœur du dispositif. C'est-à-dire, on s'est dit, ce qui n'était pas évident, hein, il y a une vingtaine d'années, il y a plein de personnes qui disaient autorisées d'académiques, mais à quoi ça sert d'avoir des professeurs qui soient des professeurs qui font de la recherche? Qu'est-ce qu'on veut dans le business? On veut des praticiens, on veut des gens qui ont de l'expérience concrète dans les banques, chez Procter, dans les cabinets de conseil, qui viennent faire part de leur expérience, qui la formalisent un peu plus que ce qu'on fait in situ dans une entreprise. Mais c'est ça l'essentiel. Bon. Et ça a été battu en brèche en disant, bon, mais non, il faut une vraie recherche. Il y a de la recherche en management. Alors, il y a des exemples évidents. Si on regarde, par exemple, en finance, en modélisation financière, il y a des choses qui ont été conçues pour ceux qui connaissent les options, qui connaissent Black & Scholes, qui connaissent les modèles du Dupier. Il y a eu des avancées de mathématiques financières qui étaient des choses qui semblaient complètement ésotériques il y a 15 ans ou 20 ans et qui sont passées dans le domaine commun jusqu'à valoriser n'importe quelle entreprise, dans la valorisation de l'option. Donc on voyait bien que la recherche, finalement, même si au début elle pouvait être complètement hasardeuse, finissait par avoir des applications concrètes dans la vie quotidienne des affaires. Bon. Et donc, fort de cela, la recherche est devenue de plus en plus importante. Et donc, le gros des budgets et la croissance des budgets des écoles s'est mis sur la recherche. Bon. Et à la fin, le constat qui a été fait, c'est qu'à la fois, ça permettait de progresser dans les classements, premier point. Deuxième point, ça permettait de créer un cercle vertueux qui dit meilleur professeur, dit que les entreprises sont prêtes à financer des chaires pour avoir des recherches de très bons professeurs. Et s'il y a des très bons professeurs et que les entreprises financent, les meilleurs élèves sont très motivés pour venir payer et concourir pour le concours d'entrée. Bon, voilà. Donc ça, c'était le cercle vertueux. Et puis à la fin, on a fini par se dire, et c'est là où le digital émerge, mais au fond, est-ce qu'on tient notre promesse? Est-ce qu'on tient notre promesse et est-ce que l'élève qui vient, certes, il a été sélectionné, certes, il va être recruté par une entreprise, mais la transmission du savoir est bien faite. Est-ce que la qualité pédagogique est au rendez-vous? Est-ce que les élèves apprennent des choses? Alors, vous passez la première année, parce que la première année, pour ceux qui connaissent le système, c'est l'exutoire. Après le grand séminaire de la prépa, des terminales, etc. Donc ça, vous passez ça. Mais la scolarité dure 3 à 4 ans. Donc est-ce que la qualité de la pédagogie est au niveau? Et là, la réponse est très contrastée. Bien sûr qu'il y a des bons professeurs. Bien sûr qu'il y a des professeurs qui ne devraient pas être là. Et donc on s'est dit, mais quelque part, est-ce que le contrat moral qui est passé est tenu?
Et ce, d'autant plus, et ça je m'en rends bien compte, hein, parce que combien de fois je vais sur le terrain rencontrer des cibles grands donateurs potentiels qui disent, mais by the way, mes enfants sont... Ok, HEC, c'est une filière d'excellence. Je parle pour HEC, c'est vrai pour toutes les écoles, les tier 1, c'est une filière d'excellence, mais au fond, est-ce qu'on apprend bien? Bon. Alors, donc ça on s'en rend compte, et puis c'est là que le digital intervient. Si l'élève qui n'est pas content de son cours, il est content de la marque, mais il n'est pas content de son cours, il peut demain choisir le meilleur cours de finance à Stanford, à UCLA, à Berkeley, à Wharton, à Yale, bon, sur Coursera, et être certifié en tant que tel, parce qu'il est motivé, qu'il va suivre le cours, c'est un sujet. Parce que d'un petit arbitrage marginal que vous ferez au début en disant « Ok, je vais mettre un petit certificat, etc. », le monde, et on l'a bien vu, la révolution digitale, ce que ça peut faire dans un certain nombre d'industries, dans l'industrie musicale, dans l'industrie du livre, etc., ou de la presse, le monde peut basculer. Et il n'est pas impossible d'imaginer que dans quelques années, de parcours de MOOC gratuits, on passe à des MOOC certifiants payants. On passe à des MOOC certifiants payants diplômants, c'est-à-dire que vous avez les organismes d'accréditation qui viennent ajouter au certificat Trucmuche une sorte de norme internationale, ISO 9002 quelque part, et qu'en plus, par ailleurs, il n'y ait pas uniquement telle matière, mais il y ait des parcours complets. Et qu'in fine, chez Goldman Sachs, on finisse par se dire, j'ai pas de problème, moi, pour recruter un élève qui a été hyper sélectionné sur le parcours diplômant de Coursera en finance, parce que la sélectivité ne s'est pas faite en amont, elle s'est faite en aval, mais ils ont appris plein de choses. Et là, c'est très disruptif pour le modèle d'éducation. Donc ça ne peut pas ne pas interpeller les institutions d'enseignement supérieur sur leur modèle, sur l'évolution de la marque et sur le fait que progressivement, c'est une industrie qui peut se désilotiser avec des plateformes transversales qui peuvent progressivement capter de la marge de marché. Et quand ça, c'est parti, c'est cliqueté, c'est trop tard. Bon. Donc on en est là, on en est dans ce moment précis d'achoppement aujourd'hui, où les écoles peuvent commencent à prendre conscience de ça. Alors, ça, c'est le côté menace. Le côté levier pour une école de commerce, ou pour toute école. C'est de se dire, au fond, allons-y, allons de l'avant. Voilà, allons sur le digital. Alors là, il y a deux conséquences. Au-delà du fait qu'il faut investir, la première conséquence, c'est qu'il faut se demander en quoi on est bon et en quoi on n'est pas bon, et là, sans compromission, sans bienveillance permissive. C'est-à-dire il faut se dire, au fond, voilà, j'ai 8 grandes disciplines, marketing, compta, contrôle de gestion, stratégie, finance, etc. etc. Sur ces 8, il y en a 2 sur lesquels je crève l'écran. Il y en a 4 sur lesquels je suis correct. Voilà. Et puis il y en a 2 sur lesquels je ne suis pas bon. Voilà. Bon, et il faut avoir une acuité, une conscience forte là-dessus, de manière à se dire, voilà, je peux augmenter, grâce au digital, ma notoriété au niveau international. Dit autrement, j'inverse l'ordre de l'équation et le digital est un formidable levier à partir du moment où j'ai de la valeur ajoutée et je la mets en avant. Donc par exemple, si on prend nos réflexions actuellement à l'école, à HEC, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, okay, c'est une très belle marque, une fois qu'on a dit ça, quels sont nos points forts? Et les points forts vont procéder de 2 analyses. La première, c'est que qu'est-ce qui en top-down fait sens? En top-down, ce qui fait sens, c'est que par exemple pour une business school française, à rayonnement européen, d'être très bon dans le luxe, compte tenu de la présence de LVMH, compte tenu de la présence de Kering, compte tenu de la présence d'Hermès, et du fait qu'on est signé avec 2 Détroits, des shares, des certificats, etc., qui est des programmes qui soient des programmes avec les directeurs de collection de Balenciaga, de Gucci, d'Yves Saint Laurent, etc., de Dior, etc., etc., et des académiques. Ça présente de la valeur. Et l'élève du monde entier, que ce soit un élève canadien, un élève d'Amérique latine ou un élève japonais, il sera très motivé par le fait de payer cher pour suivre cette formation sur le luxe, qu'il ne trouvera pas ailleurs, qui sera soit blended, présentiel, et digitalisé, soit complètement digitalisé. Donc le digital est une formidable opportunité dans ce cas-là, parce qu'au lieu de donner des cours à quelques centaines d'élèves, il y a en tout sur le campus 3500 élèves, ça vous permet d'aborder des centaines de milliers d'élèves. Voilà. Si vous en allez peut-être pour parler dans les 2 jours, mais l'EPFL, qui est une école d'ingénieurs, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ils ont plus d'1,4 million d'apprenants aujourd'hui sous forme complètement digitale, parce qu'ils ont mis en avant
leur valeur ajoutée, notamment un langage informatique qui s'appelle Scala, dont ils avaient le père concepteur et qui a eu un formidable succès. Bon. Donc ça, c'est le premier point, et ça, c'est un point très important. Donc c'est un très gros levier si on met en avant les facteurs de différenciation. Bon. Après, le fait est que les questions, une fois qu'on a dit ça, les questions commencent à se poser. C'est-à-dire, il faut vendre ça au corps professoral, c'est-à-dire qu'il y a un corps social qui doit accepter la différenciation, premier point. Deuxième point, juste 5 minutes encore, c'est bon, c'est ça? Bon, je vois Antoine qui se rapproche, le regard à la fois bienveillant et menaçant. Et donc il y a les gros sujets, c'est des sujets après acceptation du corps social donc les professeurs, et puis après jusqu'où on va dans l'investissement sur le digital, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en interne en ingénierie pédagogique et qu'est-ce qu'on externalise. C'est pas une école d'assumer les frais du hardware, c'est-à-dire d'évolution potentielle qu'il y a sur le digital, donc il faut trouver les bons partenariats. Et quand on parle de partenariat, il faut savoir qui sont ses amis du moment et qui sont ses futurs ennemis une fois qu'ils auront capté le contenu et qui viendront une autoroute obligatoire parce que le winner takes all beaucoup dans cette industrie. Voilà l'histoire. Bon. Et dernier point qui est important et qui est un point central, c'est qu'il faut résoudre aussi, en matière d'enseignement, les problèmes de droit de propriété. C'est-à-dire que quand on donne un cours, à qui appartient le cours? J'évoquais le MOOC tout à l'heure de Pascal Quéry. Le MOOC de Pascal Quéry, il appartient à HEC? Il appartient à Pascal Quéry? Ou il appartient aux partenaires, First Finance en l'occurrence, qui l'aident à diffuser ça. Bon. Donc ça, c'est une vraie question, et c'est une question qui est compliquée, parce qu'il y a une incidence interne et des incidences externes. Voilà l'équation générale, qui est aujourd'hui l'équation du digital et de l'enseignement supérieur, et qui est donc là, un cas concret pour HEC. Je dirais qu'il y a un dernier point qui est, je dirais, en conclusion, qui est pas mal sur le digital, c'est que ça permet de nouer des partenariats plus facilement. Aujourd'hui, un des éléments clés pour nous, c'est le plateau de Saclay. Vous savez, le plateau de Saclay, c'est 15% de la recherche française, et c'est une formidable opportunité si on arrive à s'unir. Probablement, le digital est un des éléments de ce ciment, si c'est bien fait en amont, entre les professeurs, entre les patrons de centres de recherche, etc. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Donc, c'est un facteur d'accélération potentielle des partenariats. Deuxième point, et Antoine, j'arrête là, le digital, et ça c'est une autre dimension, c'est une formidable opportunité citoyenne. Je vous parlais tout à l'heure de la Fondation, vous savez, des bourses qu'on donnait, qu'on distribuait, et que la Fondation servait quelque part à donner mauvaise conscience à la société civile pour qu'ils rendent et qu'ils aident les élèves boursiers. Du point de vue du digital, sur cette dimension-là, on ne peut pas ne pas être interpellé par une Afrique francophone qui aujourd'hui a environ 1 million de professeurs en déficit d'1 million de francs, et qui sera la plus grande croissance démographique d'ici 2050 au monde. On a une responsabilité de formation de cette Afrique francophone. Le digital, c'est un des vecteurs centraux pour assumer cette responsabilité. Merci beaucoup.